Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence en ligne organisée par Envirobat Grand Est. Aujourd'hui, le thème de notre conférence est la biodiversité et le cadre bâti. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Envirobat Grand Est est une association qui a pour but de promouvoir l'architecture et l'aménagement durable sur le Grand Est. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.envirobatgrandest.fr ou sur Facebook pour en savoir plus sur notre association et sur les événements que nous organisons. Donc aujourd'hui, pour parler de biodiversité et de cadre bâti, nous allons recevoir Marc Barra, qui est écologue à l'Agence régionale pour la biodiversité de l'Île-de-France, et Monsieur Giacomo Gimnese, qui est chargé d'études à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Lorraine. Afin d'assurer une qualité optimale pour cette conférence, nous avons décidé de l'enregistrer en amont. Toutefois, les intervenants seront en direct pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat qui se situe juste à droite de votre écran pour pouvoir interagir avec eux et poser toutes vos questions. Dans un premier temps, je vais donc laisser la parole à Monsieur Barra. Qui va nous parler des enjeux de la biodiversité à l'échelle du bâti et de l'aménagement et nous proposer des pistes de réflexion, des exemples de solutions pour préserver, accueillir et valoriser la faune et la flore existantes. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je suis bien audible et que ma présentation s'affiche clairement. Je voudrais remercier Envirobat Grand Est de me donner l'opportunité de faire cette présentation. Donc, je suis Marc Barra, je suis écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et je m'intéresse tout particulièrement à la nature en ville et au fait de penser à un autre urbanisme, une autre façon d'aménager et de construire pour tenir compte de la biodiversité et du vivant. Donc, plusieurs idées dans cette présentation. Déjà, rappeler les enjeux liés à la biodiversité. Évidemment, vous savez qu'on fait face à une crise sans précédent de la biodiversité à l'échelle mondiale. Il y a eu un rapport en mai dernier, qui est le fameux rapport de l'IPBES, l'équivalent du GIEC, et qui fait un état des lieux assez sombre du déclin de la biodiversité partout et pour tous les groupes d'espèces, et qui cite notamment l'artificialisation du territoire et des sols, l'urbanisation comme un des facteurs principaux du déclin de la biodiversité avec l'agriculture intensive. Donc il sera important de revenir là-dessus dans un premier temps autour des enjeux. Et puis, bien évidemment, dans la suite de l'exposé, vous montrer des solutions, hein, parce que c'est ça qui vous intéresse, je pense, des solutions pour mieux intégrer la nature à toutes les échelles. Alors, on se concentrera particulièrement sur deux échelles qui sont le but de ce webinaire, qui est l'échelle des quartiers, l'aménagement des axes, des lotissements, des écoquartiers au sens large, et puis l'échelle du bâti, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Alors, je le dis tout de suite, mais l'idée liée à la biodiversité dans l'aménagement, c'est pas de vous proposer une recette toute faite, mais c'est plutôt essayer de construire ensemble une méthode. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est une méthode pour être certain qu'à chaque étape du projet, on va prendre en compte cette dimension de la biodiversité, et puis replacer le rôle de l'écologue également, qui est un métier nouveau, qu'on confond parfois avec le paysagiste, ou qu'on ramène parfois seulement à la partie naturaliste liée aux inventaires. Donc je reviendrai aussi sur la place de l'écologue dans les projets. Alors pour commencer, évidemment, l'aménagement du territoire fait face aujourd'hui à une forte remise en question. Bon, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut refaire la ville sur elle-même, arrêter de s'étaler, etc. Mais récemment, plusieurs rapports, et notamment le plan biodiversité du gouvernement français en France remis en 2018, rappellent qu'il faut vraiment agir pour essayer de réduire, voire stopper l'artificialisation. Vous savez qu'on est sur la planète plus nombreux à vivre dans les villes qu'à la campagne, et ça c'est assez récent à l'échelle de la civilisation humaine, et que par ailleurs,
l'urbanisation continue d'augmenter et augmente même plus vite que le PIB des nations et la population. Alors je vous mets un chiffre ici qui est issu d'une étude de la Banque mondiale sur 120 villes de plus de 100 000 habitants et qui dit que chaque fois qu'un nouveau citadin arrive dans une ville, eh bien, ça va augmenter sa surface d'environ 185 mètres carrés. Alors les surfaces liées aux bâtis, aux infrastructures et aux besoins finalement humains. Alors c'est un chiffre global qu'il faut prendre comme tel, mais qui est assez significatif du fait que nous avons une empreinte écologique sur les milieux naturels et puis sur les sols en particulier. Alors ce chiffre, il est de 80 pour les pays dits en voie de développement et il est de 300 pour les pays riches. Donc l'urbanisation, c'est aussi une empreinte de la richesse. Et comme je disais, effectivement, cette urbanisation, elle va plus vite que la population. Vous avez un graphique ici issu de l'Observatoire national de la biodiversité qui montre, bon, en France, l'urbanisation aujourd'hui, c'est à peu près 9,4% du territoire et ça ne fait qu'augmenter. Pour vous donner une idée, si on continuait au même rythme, en 2100, on aurait à peu près artificialisé 20% du territoire, donc c'est l'équivalent de la surface du Luxembourg, donc c'est absolument pas tenable en termes écologiques. Et puis vous le voyez sur le graphique, l'artificialisation progresse plus vite que la population et que le PIB aussi, ce qui signifie que nous avons une utilisation du foncier qui est absolument inefficace aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement, dans le cadre de son plan biodiversité, a mis à jour le concept de zéro artificialisation nette, qui est un objectif affiché aujourd'hui, sans forcément ces éléments chiffrés à ce stade, mais qui prévoit qu'on ralentisse, voire on stoppe l'urbanisation dans les années qui viennent, en favorisant évidemment la densification, l'utilisation de l'existant, mais aussi en faisant la promotion de la renaturation des espaces urbains pour reconquérir des espaces de nature. Alors, dans ce contexte, on peut poser une question qui est provocatrice pour les acteurs de l'immobilier et de l'aménagement, c'est doit-on encore construire du neuf? Et c'est finalement une vraie question au sens où l'enjeu écologique aujourd'hui, c'est d'utiliser en priorité l'existant. Alors, j'ai mis en photo tout ce qui va être fait par les collectivités pour faciliter la rénovation plutôt que la construction neuve, pour occuper la vacance. Vous savez que de nombreuses villes souffrent de vacances, notamment les grandes villes. Alors, certains scientifiques considèrent qu'un seuil de 8% de vacances est nécessaire pour pouvoir assurer un renouvellement du parc. Mais au-delà, finalement, c'est un problème et donc il faut s'en occuper. Occuper la vacance, densifier, évidemment, alors sans perdre trop de nature. Hein. On le développera tout à l'heure, mais l'idée de la densification, elle est complexe aussi. Hein. Une densité acceptable pour les humains, une densité acceptable pour le vivant, qu'est-ce que c'est? On le verra, mais il existe évidemment des mécanismes aujourd'hui pour surélever des bâtiments, pour rapprocher des bâtiments mitoyens, plutôt que d'aller s'étaler sur des terres agricoles ou sur des milieux naturels. Occuper l'existant tant que possible, donc construire en priorité sur les surfaces déjà artificialisées. Ça peut être le cas des friches qui sont déjà bâties. On reviendra sur les friches qui sont végétalisées, qui peuvent être très importantes pour la biodiversité. Alors, les friches au sens large, c'est pas une définition assez précise, mais en tout cas, essayer de cibler l'existant le plus possible. Et donc, moi, je m'inscris en tant qu'écologue tout à fait dans la démarche des architectes qui prônent la frugalité, la sobriété, et notamment cette impulsion de la part des architectes Alain Bornarel, Philippe Madec sur la frugalité heureuse et créative, hein, qui vise à tous ces objectifs-là qu'on a en photo. Un autre groupe d'architectes qui se mobilise face à l'urgence climatique et écologique, Architectes d'Hitler. Donc tous ces mouvements, pour moi, s'ils ne traitent pas de la biodiversité directement, mettent en œuvre des solutions qui permettent d'éviter de détruire la nature par ailleurs. Alors la réussite de ce zéro artificialisation nette
et des solutions qu'on a vues, c'est plutôt le rôle de la fiscalité et des documents d'urbanisme. C'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut s'y préparer. Je pense qu'il y a une responsabilité de la part des aménageurs, publics comme privés, et de se préparer à l'évolution des documents d'urbanisme et à l'évolution de la fiscalité pour entrer dans ce cadre de zéro artificialisation. Alors, à présent, quand on par le terme biodiversité, il me paraissait important de revenir dessus parce que c'est un mot complexe qui colporte un tas de choses, qui est parfois confondu avec simplement la faune et la flore, qui est confondu avec certaines espèces dont on n'appréhende pas forcément toutes les dimensions, et particulièrement en ville. La biodiversité, pour le dire en une phrase, c'est le tissu vivant de la planète. C'est l'ensemble des organismes vivants qui peuplent la planète et les relations entre eux et avec leur environnement. Donc c'est cette idée de tissu où il y a des liens au sein des espèces dans la biodiversité. Elles ne sont pas dans des boîtes séparées. Et donc dès qu'on va toucher à ces liens-là, on va provoquer des dysfonctionnements. Biodiversité, tissu vivant de la planète. Pas seulement les espèces qui vont être visibles ou qui vont être appréciées, hein. Il y a un certain favoritisme dans le domaine de la biodiversité, et les vers de terre dans le sol ou les petites bêtes qui ne sont pas jolies sont tout aussi importantes que celles qu'on apprécie. L'ensemble des compartiments, alors ça peut paraître bateau, mais évidemment la biodiversité habite les sols, elle habite la végétation, l'air libre, elle habite les milieux aquatiques, et il faut s'en préoccuper, y compris en ville. C'est surtout, j'insiste sur les sols, on a tendance à considérer les sols comme quelque chose d'extérieur à la thématique biodiversité, et pourtant ils abritent, je rappelle, 25% de la biodiversité à l'échelle mondiale. Elle se trouve dans les sols et elle est totalement méconnue. 3 niveaux. Habituellement, les scientifiques définissent la biodiversité comme un niveau génétique au sein de chaque individu, au sein d'une même espèce. Et cette diversité génétique est très importante pour l'adaptation aux aléas et aux changements. On y reviendra notamment sur cette notion de plantes locales, de plantes natives qui ont une génétique appropriée. Le niveau spécifique, évidemment, quand on va considérer l'ensemble des espèces. Et puis le niveau écologique, c'est ce qu'on disait, des interactions entre les espèces dans leur environnement. On parle généralement de fonctionnalité écologique, c'est-à-dire faire en sorte que la biodiversité produise des fonctions. Et donc l'ensemble de ces interactions entre espèces et compartiments, de la place, de la connexion entre les espaces, c'est ce qu'on appelle les fameuses trames, on y reviendra, et cette idée de fonctionnalité écologique. Et puis nous aussi, on fait partie du vivant, on n'est pas une espèce à part, et donc nos usages en lien avec la nature, notre rapport à la nature, la connexion qu'on peut avoir avec cette nature est aussi questionnée, et particulièrement en ville, où nous sommes de plus en plus nombreux et parfois éloignés de la nature. Donc la biodiversité, c'est tout ça. Et pour faire un résumé rapide, faute de temps là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville, aujourd'hui, elle agit comme un filtre sur la biodiversité qui nous entoure. Et tout un ensemble d'impacts se produisent sur les cortèges d'espèces, sur les fonctions écologiques, qui vont en réduire la portée. Alors, ce filtre, il est composé de plusieurs facteurs. On peut citer notamment la fragmentation des habitats, le fait que des routes, des bâtiments coupent des milieux naturels en deux et empêchent les espèces de se déplacer, qui va à terme réduire leur capacité de reproduction, d'adaptation, de nourrissage, etc. Donc, premier facteur contre lequel il faut lutter. Le deuxième, c'est le fait qu'on ait des espaces de plus en plus petits en ville, avec des surfaces de plus en plus petites, et la taille des espaces verts, la taille des habitats compte pour un certain nombre d'espèces. Donc il y en a certaines qui vont se satisfaire de petites surfaces et d'autres non. Un autre filtre qui est l'hétérogénéité des habitats. La ville est faite de plein de milieux différents, des hauteurs, des formes différentes, des températures différentes, qui font que ça sélectionne certaines espèces avec leur préférentiel. Certaines préfèrent des habitats plus uniformes, tandis que d'autres se plaisent dans cette hétérogénéité-là. La forte dynamique humaine, évidemment, le dérangement.
Je pense que le confinement aujourd'hui est un bon exemple de la réduction de la dynamique humaine sur la biodiversité. Alors on verra si ça lui profite ou pas, ou à certaines espèces en tout cas, mais c'est une vraie contrainte. La chaleur en ville, il y a des préférentiels thermiques chez les espèces. Certaines s'adaptent, d'autres non. Et enfin, toutes les pollutions qu'on peut imaginer, aériennes, aquatiques, du sol, etc., qui vont aussi impacter le vivant. Et donc, en résumé, l'ensemble de ces filtres agissent sur la biodiversité et conduisent à ce que les écologues appellent une homogénéisation biotique des aires urbaines. C'est-à-dire que là où on pouvait avoir tout un panel d'espèces dans les milieux environnants, eh bien en ville, il va en rester que quelques-unes qui ont réussi à passer tous ces filtres-là. Voilà, donc faire revenir de la biodiversité dans les villes, ça veut dire agir sur tous ces filtres. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, comment ça peut se décliner à l'échelle des projets. Et je le disais, moi j'aime bien parler de densité acceptable pour la biodiversité. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, combien il faut de place, quel type d'espace la biodiversité a besoin, mais ça commence. Et en termes de recherche, juste pour vous mentionner que le Muséum d'histoire naturelle et le PUCA ont lancé cet appel à projet sur la densité urbaine, la biodiversité, l'aménagement urbain et la morphologie, pour tenter de mieux comprendre quel est l'espace nécessaire à la nature au sein des aménagements urbains. Voilà. Par contre, pour les humains, on commence à avoir des choses. Je vous ai mis juste un chiffre ici pour indication. À l'échelle du quartier, une étude américaine montre qu'on a besoin de 30% de nature proche, de proximité, pour limiter l'anxiété, le stress, la dépression. C'est un chiffre qui peut guider aussi l'aménagement des projets urbains. Alors, de quoi a besoin la biodiversité urbaine? Je vous disais, c'est une question de recherche, mais on commence à avoir des chiffres intéressants et qui, là aussi, peuvent vous guider dans vos projets. Alors, elle a déjà un besoin fondamental, cette biodiversité, c'est la taille des habitats, la taille de son espace vital. On considère qu'à minima, il faut 1 hectare pour que des espèces puissent se maintenir. Mais d'aller jusqu'à 4,4 hectares, c'est plus intéressant pour une biodiversité, on va dire, qui s'accommode de la ville. Si on veut au contraire accueillir des espèces qui ne vont pas en ville habituellement, mais qu'on retrouve plutôt à l'extérieur, ça monte jusqu'à 53 hectares. Donc ça vous donne une fourchette de taille d'espace nécessaire pour accueillir une certaine biodiversité et pour calibrer son projet. Donc on peut dire qu'à l'échelle des projets d'aménagement, 1 hectare, c'est le minimum. Ensuite, à l'échelle métropolitaine de la région, des espaces d'une 50aine d'hectares seront nécessaires si on veut faire venir des espèces de l'extérieur. La taille, la connexion entre ces espaces, évidemment, un des traits écologiques de la plupart des espèces, c'est de pouvoir se déplacer, de pouvoir se reproduire. Et donc là aussi, des chiffres, une thèse d'Astaph Schwartz en France qui montre qu'un site distant d'un habitat ou d'un réservoir de biodiversité de plus de 300 mètres l'un de l'autre est considéré comme déconnecté pour les oiseaux, les papillons et les plantes. Là aussi, ça peut guider notre action en se disant, est-ce qu'au sein de mon projet, je peux essayer de connecter les espaces à 300 mètres minimum l'un de l'autre, maximum l'un de l'autre. La complexité des habitats, c'est un point très important aussi. Il ne suffit pas de faire du vert, évidemment, mais dans ce vert, on a besoin de complexité des structures de végétation, de diversité végétale, de diversité de types de sol. Donc c'est cette idée de diversifier les habitats, peut-être en ciblant certains habitats rares, d'autres habitats plus communs. Donc ça, c'est du cas par cas en fonction de chaque projet. La complexité des sols, on y reviendra largement dans cette présentation, mais l'importance des sols qui sont la base de la plupart des fonctions écologiques, et donc avoir une bonne végétation en surface dans son projet, ça veut dire avoir des sols vivants en dessous. Et cette idée de localité, de localisme, de patrimonialité, qui tranche avec la façon dont on fait des espaces verts depuis toujours, qui est plus ornemental qu'écologique. Et donc l'idée dans les projets de laisser la place au spontané quand c'est possible,
la place aux plantes natives, aux plantes locales, dans la conception comme dans la gestion du projet. Ça va être aussi une dimension qui compte. Donc, il y a d'autres critères, mais ces 4 critères me semblent aujourd'hui les plus importants en termes de connaissances pour aborder son projet. Et donc, je l'ai dit, mais j'insiste, et ici en photo, la biodiversité, ce ne sont pas les espaces verts, au sens classique. Tout ce qui va avoir une visée plus horticole, plus ornementale, qui va nécessiter beaucoup d'intrants de gestion en conception, c'est pas ce qu'on appelle finalement la nature. Je vous ai mis l'image du gazon. Alors, je suis un peu dichotomique, c'est plus nuancé que ça, mais le gazon, c'est certain qu'on est sur des espaces qui sont même émetteurs de CO2 dans la conception comme dans l'entretien, et qui tranchent avec des espaces de nature plus sauvages. Et puis aussi, cette image, vous voyez à droite un décapage de terres agricoles, donc c'est typiquement comme ça qu'on produit de la terre végétale, qui va être importé en ville. Et donc, si aujourd'hui on fait des espaces verts tout neufs dans les villes qui sont issus de terres agricoles décapées, finalement, on fait seulement déplacer les impacts à d'autres endroits et on ne résout pas le problème. Donc l'idée, c'est plus de sauvage, on parle de naturalité en écologie. Alors comme en bas à gauche, c'est l'idée de la friche finalement. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire des friches dans tous les projets d'aménagement. On est sur des sujets complexes liés aussi à l'appropriation par les habitants, etc. Mais la friche, en fait, en écologie, c'est un super exemple de milieu où il y a une forte biodiversité, d'un milieu qui est complexe écologiquement et puis qui s'auto-entretient tout seul dans le temps sans forcément une intervention humaine. Mais en tout cas, comme à droite, on parle aussi de génie écologique, c'est-à-dire d'essayer de mimer finalement dans les espaces urbains des espaces à caractère naturel, comme on les voit dans les milieux naturels. Voilà, donc moi je parlerai plutôt de ça, de génie écologique, de conception inspirée des milieux naturels. Et pour ça, il faut faire appel à des spécialistes. Alors, une chose est sûre, en tout cas, une fois qu'on a dit ça et qu'on prend des précautions par rapport à cette idée de biodiversité, il y a de plus en plus d'études aussi qui montrent que la nature dans les villes va être source de bénéfices. Alors, j'ai compilé ici quelques exemples, ils n'y sont pas tous, mais j'ai un dossier que je transmettrai à tous les participants qui recueille toutes les études qui montrent un lien positif entre nature en ville et bénéfices apportés sur plusieurs thématiques. Alors évidemment, la question de la chaleur, plus de nature en ville, ça veut dire une réduction des températures de surface. J'aime beaucoup montrer ces images thermiques qui montrent, ici on est sur un toit à Chicago, qui montre qu'entre la partie du toit qui est en bitume et la partie qui est végétalisée, ben, on a 43 degrés d'écart. Alors ça ne veut pas dire que ça rafraîchit le voisinage, mais en tout cas, la température à l'échelle du bâti et de la surface est nettement diminuée. Et ça marche à toutes les échelles. Donc nature qui sert à réduire l'îlot de chaleur urbain, nature qui aussi contribue à améliorer la qualité de l'air. Pas mal d'études aux États-Unis sur ce thème-là, mais aussi en France, je vous ai mis cette thèse de Wissal Selmi qui a été faite sur l'agglomération de Strasbourg et qui quantifie les bénéfices apportés par les arbres en termes de stockage de particules et d'amélioration de la qualité de l'air. C'est un super travail qui montre notamment que sur les 600 000 arbres de l'agglomération de Strasbourg, ils permettent de stocker environ 130 000 tonnes de carbone et d'éliminer 88 tonnes de polluants. Donc les polluants, c'était les NOx, les SOx, l'ozone, le carbone, le CO, etc. Donc un rôle non négligeable du tout. Il montre aussi que les arbres émettent 27 tonnes de polluants des composés organiques volatiles. Donc il y a aussi une part de nuisance apportée par la nature en ville, entre guillemets, mais elle est toujours plus faible. Je ne l'ai pas mis en photo, mais le CEREMA a réalisé avec la ville de Metz un outil qui s'appelle Sésame et qui est très très intéressant, qui permet de quantifier les bénéfices apportés par l'arbre urbain avec des fiches par type d'espèce aussi. Donc je vous conseille de jeter un œil à ce travail. Chaleur, qualité de l'air, gestion de l'eau évidemment. Donc ça c'est bien compris par les agences de l'eau depuis longtemps maintenant. Mais cette capacité qu'ont les espaces verts urbains à être des éponges
quand les sols le permettent, et à stocker une quantité assez considérable d'eau. Alors là, les chiffres, il y en a plein, mais c'est toujours du cas par cas en fonction du type de sol, du type de plante. Mais on peut se servir évidemment de la nature pour gérer les eaux de pluie. Les inondations se gèrent plutôt en amont des villes, dans les espaces agricoles et dans les zones d'expansion des crues. Mais on peut imaginer aussi que dans les villes denses, il puisse y avoir ce rôle des infrastructures vertes pour gérer les inondations. Alors, biodiversité qui rend des services, on revient à cette question de la méthode et du besoin d'intégrer des compétences en écologie dans le projet. Moi, c'est quelque chose qui me paraît vital aujourd'hui. Si on veut faire de la biodiversité, eh bien, il faut s'entourer des experts. Sinon, ça sera traité uniquement en surface. Et donc, parmi les acteurs du projet qui interviennent classiquement dans un projet, maîtrise d'ouvrage, habitants, maîtrise d'usage, maîtrise d'œuvre, opérateurs et entreprises, etc., eh bien, il faut y ajouter les compétences en biodiversité, écologie urbaine, pour que ce soit pris en compte dès l'amont du projet. Et donc, une précision ici entre le métier de naturaliste et le métier d'écologue. Alors, parfois, certaines personnes sont évidemment les deux, mais c'est quelque chose à distinguer. Le naturaliste, c'est celui qui observe la biodiversité, qui va faire des inventaires et qui intervient, lui, en amont du projet sur l'état initial du site. Donc ça, c'est quelque chose dont je pense que vous avez l'habitude. On fait souvent appel aux naturalistes, notamment pour voir qu'il n'y a pas d'espèces protégées, mais pas que. Et l'écologue a un rôle d'ensemblier, en fait, il va s'appuyer sur les préconisations des naturalistes pour venir aider l'équipe projet à les traduire dans le plan masse, à les traduire dans le programme. Et il me semble que ces deux compétences sont complémentaires et absolument nécessaires pour réussir son projet. Voilà, on va en avoir besoin pour la maîtrise d'ouvrage, sur le conseil en amont. Moi, c'est typiquement ce que je fais lors de formation. On va essayer de conseiller la maîtrise d'ouvrage de lui donner des idées pour intégrer la biodiversité. L'écologue peut aussi intervenir en lien avec les habitants et les usagers, notamment dans les réunions publiques pour expliquer qu'un projet avec beaucoup de nature, c'est pas forcément négatif, pour essayer de dépasser les perceptions négatives, de communiquer sur le rapport à la nature. Et puis le plus important, l'écologue va venir aider, voire intégrer l'équipe de maîtrise d'œuvre pour apporter toutes ces connaissances. Et donc, il vient en plus de l'architecte, du paysagiste et des autres bureaux d'études. Et on voit ici notamment la distinction entre écologue et paysagiste. L'écologue ne réalise pas les aménagements, mais il les prescrit en quelque sorte, et avec cette dimension biodiversité bien présente. Alors un petit tour par les labels aujourd'hui, parce qu'on me pose souvent la question, donc j'ai mis une diapo là-dessus. Il en existe quelques-uns qui traitent de la biodiversité, avec plus ou moins de détails et plus ou moins d'intérêt. Je les ai mis ici, il ne s'agit pas de les commenter. Une chose est sûre, c'est qu'on a souffert pendant longtemps des labels qui étaient exclusivement tournés vers la thermie, vers le carbone, et qui ne tenaient absolument pas compte de la biodiversité, au point d'être parfois même contre-productifs les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, que ce soit les labels Écoquartier, Effinature, Biodiversity, tiennent compte de la biodiversité, et c'est tant mieux, voire certains imposent d'avoir un écologue dans l'équipe projet. Pour autant, je rappelle à chaque fois que pour moi, les labels sont faits pour des équipes qui partent vraiment de rien et qui n'ont pas de connaissances et qui veulent progresser. Mais sinon, les projets les plus aboutis en matière de biodiversité que j'ai vus n'ont pas de label, parce qu'ils ont une équipe qui intègre des écologues, ils ont une équipe qui s'est documentée sur la question. Et donc, le label ne remplace pas l'apport d'une compétence en biodiversité dans le projet. Alors, l'étape de l'amont qui fait intervenir le naturaliste, hein, c'est ce que nous, classiquement, on appelle un diagnostic écologique. En termes de méthode, pour mettre toutes les chances de son côté en lien avec la biodiversité,
il faut réaliser une étude préalable, ce fameux diagnostic écologique, alors qu'il comporte tout un tas de volets qui sont déclinables. On peut réduire la portée de ce diagnostic écologique, on peut l'élargir aussi en fonction du temps et du budget qu'on a. Mais à minima, je ne listerai pas tout, vous aurez les diapos après, c'est à minima réaliser des inventaires évidemment sur la zone du projet et un peu plus loin, des principaux taxons de la biodiversité. C'est aussi faire attention au sol et à la qualité des sols, pas seulement par rapport aux pollutions ou à la structure du sol, mais aussi à sa biologie. C'est regarder le paysage dans lequel on s'insère et au-delà du paysage, cette idée de continuité écologique et de trame. On y reviendra après. C'est analyser évidemment toutes les conditions environnementales, mais ça c'est davantage fait aujourd'hui avec les démarches bioclimatiques. Et puis c'est aussi s'intéresser aux gens, à la sociologie et le rapport à la nature. Donc ce diagnostic initial fait par des écologues et des naturalistes doit aboutir à une synthèse, à des préconisations qui vont orienter la façon dont on fait le projet. Voilà, c'est important. C'est pas juste dites-nous s'il y a des espèces protégées et puis hop, c'est fini. Non, c'est dites-nous comment faire de la biodiversité un atout, protéger ce qui existe déjà, valoriser certains types d'espèces ou de biodiversité. Et évidemment aussi l'intégration d'un écologue dans le projet. Voilà, le regard naturaliste permet d'éviter ce genre de situation. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'extension du Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg. Et lors du projet, il y a eu abattage d'arbres avec un des arbres ici en photo, qui était un vieil arbre à cavité et qui hébergeait une colonie de 500 chauves-souris. Et donc qui, pour beaucoup, sont mortes sur le coup ou sont mortes ensuite parce qu'elles n'ont pas retrouvé d'habitat, elles ont été récupérées en centre de soins. Donc problème, chauve-souris, on est sur des espèces pour la plupart protégées au niveau européen. Donc forte amende pour les gestionnaires de ce projet-là. Et puis c'est juste dommage en fait. Il aurait fallu une demi-journée pour qu'un naturaliste vérifie les arbres et puis les habitats. Et puis il aurait pu être conservé ou trouver des solutions pour déplacer, mais on peut aussi essayer de conserver l'existant dans le projet. Donc tenir compte de la biodiversité, c'est parfois éviter des amendes et des coûts supplémentaires. Et ce regard naturaliste en amont aussi pour essayer de proposer un maximum de conserver l'existant, et notamment les arbres. J'ai fait plusieurs tours de quartiers, d'écoquartiers, d'aménagement. Il est vraiment difficile de trouver des opérations qui ont gardé les arbres en place. Ici, c'en est une, c'est à la Courrouze, à Rennes, donc un quartier qui est récent, assez récent, des années 2015, il me semble, et puis des arbres qui sont beaucoup plus vieux que le quartier. Pourquoi? Parce que là, il y a eu un partenariat entre le paysagiste, l'écologue et puis l'équipe projet pour essayer de valoriser au mieux l'existant, voilà, en laissant de la place pour les arbres, mais aussi pour le cheminement humain, avec cette idée de gestion écologique aussi derrière. Tout n'est pas taillé au cordeau. Mais il y a cette idée de naturalité. Donc on peut conserver, bon je m'étonne toujours quand j'arrive dans l'évaluation d'écoquartiers par exemple, où on a coupé tous les arbres et puis on va en planter beaucoup plus qu'avant. Mais c'est pas ça la biodiversité, c'est aussi ce qui existe déjà. Donc c'est une attention, il faut vraiment être attentif à ça. Mieux connaître les sols, c'est pas une habitude aussi. L'habitude, c'est de regarder les sols par rapport aux risques sismiques, par rapport aux risques structurels, à la pollution. Mais il y a aussi l'idée de regarder la qualité biologique des sols, parce que ça peut être utile. Je vous ai mis les travaux ici du bureau d'études sol-paysage, dont c'est le métier. Ils vont regarder les vers de terre dans le sol, la qualité biologique. Et puis ça leur permet de dresser une carte préalable à l'aménagement pour dire voilà, vous avez ici des sols fertiles, vous avez ici des sols très dégradés, ici des sols remaniés. Et ça permet à l'aménageur d'orienter son projet. Par exemple, on va cibler les bâtiments dans les sols qui sont déjà dégradés, et puis on va garder les sols fertiles pour les jardins, pour les parcs, pour les espaces verts, pour l'agriculture urbaine. Donc c'est aussi une manière plus intelligente de composer son projet avec l'existant.
S'intéresser au sol aussi pour essayer de garder un maximum de pleine terre. Alors c'est un terme qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, la pleine terre, essayer de ne pas perdre de mètres carrés de pleine terre par habitant dans le projet. C'est pas un exercice facile et on n'y est pas encore aujourd'hui. Et je vous mets ici un exemple d'une opération que j'ai évaluée dans le cadre du dispositif Écoquartier à Châtenay-Malabry, près du parc de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, en Ile-de-France. Et c'est une opération qui est, je tiens à le dire, vraiment exemplaire à tout point de vue. C'est notamment une opération qui se fait en renouvellement urbain. Donc ici, c'est le site initial. Hein. On est sur l'ancienne école centrale, sur 20 hectares. Et puis, les bâtiments ont été démolis et on va reconstruire dessus. Donc, typiquement, c'est exactement ce qu'on demande aujourd'hui, refaire la ville sur elle-même. Pour autant, vous voyez qu'à l'initial, on avait 8 hectares de pleine terre. Et à la suite du projet, on se retrouve plus qu'avec 5 hectares de pleine terre. Et donc on en a perdu, d'autant plus qu'on a ajouté des habitants. Donc la ville de Châtenay-Malabry aujourd'hui a moins de surface de mètres carrés par habitant disponible. Et c'est un problème, puisque justement l'idée c'est d'arriver à un objectif de zéro perte nette de pleine terre et d'espace pour la biodiversité. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? Peut-être mieux penser le projet dès le départ. Et pourtant, hein, je répète, il a été super bien pensé. Il y a eu une étude écologique poussée. Les paysagistes ont travaillé sur cette notion de tram, de corridor écologique, de promenade plantée, etc. Il y a beaucoup d'espaces verts, mais peut-être pas suffisamment. Alors moi, j'ai le rôle facile. Hein, je peux dire que il y avait sûrement l'eau en trop, sans connaître la réalité économique du projet. Mais elle est peut-être là la différence aujourd'hui qu'on doit faire. C'est regarder s'il n'y a pas systématiquement l'eau en trop dans les opérations qu'on pourrait conserver en espace de nature. Ou alors, dans une autre option, moins bonne mais qui peut être intéressante, c'est de sélectionner en compensation un site ailleurs qui est déjà imperméabilisé, comme un parking, une cour d'école, une place publique, et on va aller désimperméabiliser pour rendre à la nature et pour arriver à un bilan net, au moins à l'échelle de la commune. Voilà, désimperméabiliser, c'est une idée qui fait son chemin aujourd'hui dans les villes. Il y a beaucoup de villes qui réfléchissent à reverdir justement les cours d'école, les parkings, les anciennes places de stationnement. Et une des villes qu'on a récompensée dans le cadre de l'opération Capitale française de la biodiversité, qui est très active là-dessus, c'est Strasbourg. Avec en image, je vous ai mis ici des petites opérations dans le cadre de leur projet Strasbourg ça pousse, qui vise à enlever le béton tout simplement et à replanter, notamment en lien avec les habitants. Donc ça peut être une manière d'être à la page aussi sur ces sujets, c'est de se dire est-ce que moi dans mon opération d'aménagement, je ne peux pas aussi essayer de promouvoir la désimperméabilisation et la renaturation. Voilà, donc c'est ce diagnostic écologique, ces préconisations pour venir concevoir le projet de manière idéale. Donc je remets ici le chiffre des 300 mètres, hein, vous vous souvenez, qui sont nécessaires pour assurer une connectivité entre les habitats naturels. Eh bien, c'est ça qu'il faut regarder à l'échelle de son projet. Est-ce qu'on a des espaces qui sont suffisamment proches ou est-ce qu'ils sont au contraire trop éloignés et à ce moment-là, on reconfigure. Voilà le rôle de l'écologue, c'est ce dialogue avec l'équipe, avec les architectes, avec le VRD, etc., pour dire non, là, on ne s'y retrouve pas du point de vue de la biodiversité, là oui. Il doit avoir son mot à dire finalement sur les formes, sur les hauteurs de bâtiments, sur les types de façades, sur l'orientation. Et c'est un peu ce qui pêche aujourd'hui dans les projets. Et ces trames vertes, elles peuvent se faire à l'échelle du quartier. Il y a cette idée des 300 mètres, mais il y a aussi l'idée de tout simplement pas avoir de barrière qui vient empêcher le déplacement des espèces, de murets, de grillages, etc. Donc en haut à gauche ici, c'est les écoquartiers des Docteries à Rissorangis, que moi je trouve hyper intéressant. C'est un quartier très végétalisé, mais c'est un des seuls dans lequel je me suis baladé et puis il n'y avait aucun grillage. Entre l'espace public et l'espace privé, il n'y a pas de séparation. Et on peut imaginer facilement que les espèces puissent se déplacer. Donc nous, on préconise zéro grillage dans les aménagements. Et quand c'est pas possible, il y a cette possibilité de laisser des passages à faune
comme on les appelle, qui s'adaptent à différents types d'espèces et qui leur permet de se propager au sein du tissu urbain et du quartier. J'en ai mis quelques-uns ici. Les batracoducs pour les amphibiens, pour les crapauds notamment sous les routes, les passages à hérissons, donc quand on ne peut pas enlever le grillage, les passages à écureuils aussi, c'est assez rigolo, et ça marche très très bien, hein. C'est simplement une corde tendue entre deux arbres au-dessus d'une route, et puis je vous conseille de regarder les vidéos des écuroducs, c'est assez marrant, ça coûte pas cher et ça fonctionne très bien. Voilà, un clin d'œil à un projet que j'avais visité en Suisse qui s'appelle les Earth Houses à Dietikon, près de Zurich. Donc là, c'est un peu l'extrême de l'intégration paysagère du projet, puisqu'ils sont quasiment troglodytes avec une végétalisation de près d'un mètre de profondeur sur les toits. On peut pas faire ça partout. Mais ce qui était assez rigolo, c'est de le retrouver sur Google Maps, comme vous voyez en haut, et en fait, on n'arrive pas à voir les bâtiments depuis le ciel. Il y a cette intégration paysagère qui est quasi parfaite. Voilà, donc il faut aussi, c'est des projets que j'appelle inspirants pour se donner des idées. Un autre très beau projet à Bègle, c'est le parc habité des Sécheries, où là aussi en termes de préservation des sols aux abords des bâtiments, vous voyez, il y a ces bandes de 4-5 mètres devant toutes les habitations en pleine terre, qui servent à la fois de zone de confort entre les parties circulées et puis le bâtiment, qui servent de zone de récupération des eaux pluviales et d'infiltration, et aussi d'habitat pour la biodiversité avec une structure assez complexe, des bosquets, des arbres, des herbacées, etc. Donc là aussi, la clé, ça a été une équipe avec un écologue au départ, un paysagiste, un architecte, qui ont travaillé ensemble pour essayer de trouver le projet le plus sympa. Et pas de place de stationnement, donc tout a été reporté sur un parking silo à l'entrée de l'écoquartier. Là aussi, ça peut être, il me semble, une option pour économiser les places de stationnement et de parking, hein, finalement. Il y a une petite anecdote, à Paris, il y a une association qui a calculé la surface de toutes les places de parking et de stationnement mis bout à bout. On est sur près de 818 hectares. Donc c'est énorme. Chaque fois qu'on va pouvoir économiser des places de parking, ce sera autant de places pour la nature. Et donc les espaces verts, je passe rapidement, mais évidemment, la biodiversité, ça veut dire une diversité d'essences, des essences qui vont être à la fois florales, du nectar, des fruits, des noix, des baies, qui vont être disponibles toute l'année, mais pas forcément vertes toute l'année. Donc concevoir les espaces verts, ça se prévoit aussi dans le cahier des charges. Il faut être assez précis. Deux outils qui peuvent vous aider. Le label Éco-Jardin qu'on anime avec Plantécité depuis quelques années aujourd'hui et qui est un bon référentiel et un bon cadre de lecture pour aller vers des espaces verts qui seront écologiques. Et puis la démarche végétale locale, donc qui est portée aujourd'hui par l'Office français de la biodiversité, animée par Plantécité, et qui lui permet de s'assurer qu'on va avoir des plantes qui ont un patrimoine génétique local, qui sont issues d'une cueillette sauvage, dans lequel il n'y a pas d'organismes génétiquement modifiés, et donc qui vont correspondre à un climat, à une qualité du sol. Donc Plantécité a rédigé une aide pour les cahiers des charges, justement pour indiquer cette préférence pour un végétal local. Alors ça demande de communiquer, hein, quand je travaille sur des projets, évidemment, on me dit il faut que ça soit vert tout de suite, il faut que ça se voit, etc. Pas forcément, on sait que la nature, elle met du temps à pousser. Et donc, on peut aussi communiquer et prévoir toute une communication autour du projet pour expliquer que ça ne va pas être vert tout de suite, mais que c'est normal, que la biodiversité a besoin de temps. Je reviens au sol, mais par rapport à tout ce qui est alignement d'arbres, qui va être plantation dans les quartiers, dans les aménagements, et cette notion de trame brune. Alors comme on parle de trame verte pour la végétation en surface, on utilise de plus en plus le terme de trame brune, qui est la continuité en sous-sol, au niveau des sols, et qui se comprend comme une continuité pour les organismes vivants, la capacité des vers de terre à se déplacer et à bien structurer le sol,
de tous les autres micro et macro-organismes du sol, mais aussi la continuité en termes d'infiltration de l'eau verticale. Des sols trop tassés ne vont pas stocker l'eau. Et pour illustrer la trame brune, je trouve que cette image est très parlante. Ici à gauche, c'est à Stockholm. Vous avez deux types d'alignements d'arbres, les deux ici en bord de voirie, et puis celui-ci en milieu de voirie ici. Et vous voyez que les arbres n'ont pas du tout le même développement, et pourtant ils ont été plantés la même semaine. Et ce qui l'explique, c'est simplement la disponibilité du sol. Hein. Ceux qui sont en cuve, en petite cuve enterrée comme ça, n'ont pas beaucoup de place, et ceux qui sont en pleine terre en ont. Donc le développement de l'arbre est conditionné aussi par la qualité du sol, il faut y penser. Voilà, et quand on tasse trop les sols, ben, ils n'assurent plus leur fonction. Ici, c'est ce qui devait être une eau végétalisée à Nanterre, l'écoquartier Hoche, et qui a été tellement tassé par les engins que il a fallu mettre en œuvre des travaux de détassement, etc. C'est devenu très coûteux. Une alerte simple, c'est se dire, avant le chantier, on prévoit le déplacement des engins, le stockage du matériel pour éviter le tassement des sols. Pareil pour la trame bleue, mais on a dit des chiffres tout à l'heure, j'avance là-dessus. Un exemple qui est intéressant en termes de préservation du cycle de l'eau, des milieux humides, c'est ce projet du quartier des Rives de Bory à Strasbourg, qui, si ma mémoire est bonne, vient d'être terminé, ou très récemment en tout cas. Et donc c'est un projet qui est construit partiellement sur une zone humide. Vous me direz, on ne devrait pas construire sur les zones humides, mais bon, en tout cas là, le choix avait été déterminé avant. Et là où le projet a été très intelligent, c'est qu'ils ont en fait simulé deux types de crues, une crue décennale sur la surface du projet, puis une crue trentenale. Et la simulation de cette crue leur a permis de trouver les endroits adéquats pour mettre les bâtiments et pour les orienter là où ils seraient le moins inondés, en tout cas, et puis là où ils étaient encore inondés, de mettre ces bâtiments sur pilotis pour pouvoir préserver la dynamique de l'eau. Et donc tout le quartier est conçu de manière à ce que l'eau puisse continuer à circuler, et puis les espèces qui habitent ces points d'eau puissent aussi continuer à circuler. Voilà, encore une fois, c'est un bel exemple de dialogue entre l'écologue avec la connaissance du projet et puis l'aménageur. Voilà, tout ce qu'on pourra faire pour maintenir des espaces végétalisés, ce sera ça de gagner par rapport à la gestion de l'eau. Donc, vous voyez, j'ai dissocié trame verte, trame bleue, trame brune, etc. Mais tout ça fonctionne ensemble, évidemment, dans la nature. Pour que l'eau s'infiltre, il faut de la végétation, mais il faut aussi des sols en dessous. En tout cas, j'ai mis cette diapo de l'Agence de l'eau Seine-Normandie parce que les agences de l'eau financent aujourd'hui beaucoup de projets en milieu urbain de renaturation pour permettre l'infiltration des eaux pluviales. Alors que ce soit des espaces verts, que ce soit des parkings végétalisés, des revêtements drainants, des toitures végétalisées, des alignements d'arbres, tout ça, ça peut être financé dans le cadre des projets. Donc c'est toujours bon à prendre. Ils ont des critères, alors en fonction des agences de l'eau, des critères de profondeur des substrats, par exemple, pour les toitures végétalisées. Certains préconisent des listes d'espèces, justement, locales, etc. Là aussi, les agences de l'eau avancent très bien aujourd'hui sur cette question de la biodiversité pour être en cohérence avec ce que disent les écologues. Et tout ce qu'on va faire pour faire revenir de l'eau dans les projets d'aménagement sera utile, et pas forcément uniquement des pièges, des puits à moustiques. En tout cas, la question est régulièrement posée, soit par les habitants, soit par les aménageurs. Oui, mais si je fais des mares, si je fais des mousses, si je fais des fossés, il va y avoir des moustiques. Alors pas forcément. Là aussi, il y avait peu d'études, mais je vous en ai mis une ici du Grès, près de Lyon, qui a réalisé en fait des inventaires en 2016 sur des bassins végétalisés ou des ouvrages d'infiltration directe des eaux de pluie, et notamment du moustique tigre. Et il montre en fait qu'il n'y a pas de présence du moustique tigre dans ces aménagements. Il y a des moustiques, mais il y a aussi les prédateurs. Et en fait, leur explication, c'est que les ouvrages végétalisés ne retiennent pas d'eau assez longtemps pour le développement larvaire. Une larve, elle a besoin de 4-5 jours
pour se développer. Donc tout ce qui va permettre d'infiltrer l'eau ne sera pas des nids à moustiques. Et ensuite, si on fait les choses bien en matière justement de complexité de l'habitat, de diversité de plantes, etc., ben on va faire venir les prédateurs. Alors les chauves-souris, les mésanges, les larves de libellules, il y a plein d'organismes qui sont prédateurs des moustiques et ça réduira d'autant plus leur prévalence. Voilà, donc pas forcément essayer de dépasser les idées reçues sur les espèces dites nuisibles pour composer son projet de manière la plus cohérente possible. Donc un argument en faveur des ouvrages végétalisés par rapport aux moustiques, un argument aussi par rapport au coût. C'est aussi une question qui nous a régulièrement posée. C'est bien beau tous vos exemples en gros, mais combien ça coûte? Alors là aussi, on a très peu de chiffres aujourd'hui disponibles et il est difficile de faire des calculs sur des ouvrages qui sont comme ça très différents les uns des autres. Mais on a fait quelques calculs sur la récupération des eaux pluviales et essayer de comparer des infrastructures grises à des infrastructures vertes sur la base des coûts d'investissement et de gestion. Et ce qu'on a fait ici, c'est pour un même volume d'eau à traiter, donc en l'occurrence c'était 640 mètres cubes, on a comparé des cuves enterrées bétonnées, hein, ce qui se fait classiquement, avec des noues végétalisées plutôt paysagères, avec quand même pas mal de travail du sol, du terrassement, des espèces qui ne sont pas forcément les bonnes, etc. Et puis avec une noue végétalisée qui est beaucoup plus sauvage, qui est un fossé végétalisé à caractère naturel, on va dire. Et vous voyez que les coûts varient considérablement, quasiment d'un facteur 10 entre le fossé végétalisé et la cuve enterrée. Donc non, les solutions vertes ne coûtent pas forcément plus cher. Elles nécessitent de temps en temps plus de foncier, mais pas forcément plus de gestion si justement on laisse cette idée de nature un peu spontanée qui se développe par elle-même. On n'a pas besoin de tondre une noue tous les 4 matins. Au contraire, les noues les moins tondues sont celles qui vont infiltrer le plus d'eau par rapport à la densité racinaire. Donc il y a aussi cette idée reçue sur la gestion qu'il faudrait absolument gérer toutes les infrastructures vertes en ville. Non, elles n'ont pas besoin d'être toutes gérées, ou en tout cas un minimum. Et ça, en tout cas, ça s'organise au niveau du budget des opérations. Et puis à l'échelle du bâti, énormément de solutions, mais là aussi l'innovation des architectes est sans fin. Donc il n'y a pas d'exemple type d'un bâtiment qui serait le plus favorable à la biodiversité. Il y en a plein qui sont bons ou moins bons selon les critères qu'on considère. Un de mes préférés, moi, c'est celle-ci, c'est l'école des Boutours à Rosny-sous-Bois dans le 93, en Île-de-France. Qui a plein de choses intéressantes, alors notamment sa toiture végétalisée qui a un aspect assez sauvage sur une partie, et puis de l'autre qui est comestible pour les enfants. Tout a été fait évidemment en lien avec les enfants. La cour d'école qui est comestible aussi et à 100% infiltration à la parcelle. Alors ça se voit pas ici avec la voie pompier, mais la cour est totalement perméable. Et puis, c'est pas la question d'aujourd'hui, mais les matériaux qui sont quasi à 100% biosourcés, de la paille notamment, c'est une structure en paille porteuse ou en paille coffret, du bois, ils sont même allés aux peintures à base de liant végétal en trouvant un fournisseur pas trop loin. Donc une école qui combine effectivement plusieurs choses. Alors on peut faire tout un tas de choses pour la biodiversité sur les bâtiments. Notamment prendre en compte les sols. Et ça, c'est un autre exemple que j'apprécie beaucoup à Bayonne, qui s'appelle l'écoquartier du Séquet, fait par Patrick Arrocharel, où là, on est sur les bâtiments sur pilotis, avec en R+3, hein, donc c'est pas très courant. Et puis là, l'idée de l'architecte, ça a été de ne pas toucher au site initial, de conserver les arbres, de conserver la topographie du sol et de venir insérer les bâtiments les uns à côté des autres en respectant ce contexte initial et c'est plutôt bien réussi. Alors il n'y a pas eu de suivi de la biodiversité et est-ce que les espèces en profitent, est-ce que elles peuvent passer sous les bâtiments par exemple. Donc ça ce serait à faire dans le futur j'imagine. Par contre sur la gestion de l'eau, les sols sont totalement filtrants, donc il n'y a pas
réseaux de canalisation enterrés. Et donc, c'est des coûts évités aussi dans le projet. Un point important à l'échelle du bâtiment et de l'architecture, c'est d'essayer d'éviter les collisions avec les oiseaux. La photo qui est en haut à droite, hein, c'est une mise en scène mais à partir d'animaux réels morts au Canada, où chaque année, pendant les périodes de migration, il y a plein d'oiseaux qui meurent de collisions sur les surfaces des buildings et des bâtiments vitrés. Et c'est un fléau pour les oiseaux, les bâtiments vitrés. En Île-de-France, on a perdu à peu près 64% en abondance en 10 ans de l'hirondelle de fenêtre, qui fait partie des oiseaux totalement dépendants du bâti et de l'homme, et notamment parce qu'on perd des bâtiments anciens dans lesquels il y a des infractuosités, des endroits pour nicher, pour se reproduire, pour se reposer, etc. Par rapport à des bâtiments tout neufs et tout vitrés, qui sont très à la mode en ce moment, et dans lequel il n'y a plus aucune place pour les oiseaux. Donc là aussi, l'architecte a une responsabilité par rapport au type de façade, d'enveloppe qu'il va utiliser et l'attractivité pour les oiseaux. Voilà, je reviens sur la question des labels, hein, mais je suis très critique vis-à-vis des labels à énergie positive, passif, etc., qui visent à une enveloppe la plus étanche possible, sans forcément tenir compte de la perméabilité du bâti, aux oiseaux et à la vie faune. Donc il y a tout un tas de guides que je détaillerai pas ici, mais qui seront dans le kit que je vous mettrai à disposition pour mieux prendre en compte les oiseaux dans la construction, notamment par rapport au verre, par rapport à la végétalisation. Donc il existe en dernier recours des stickers ou des rainures pour éviter que les oiseaux se collisionnent. Mais il y a aussi, le mieux c'est quand même de végétaliser. Et dans cet exemple ici, vous voyez qu'il y a des plantes grimpantes qui sont installées par des filins, par des câbles tendus, devant les vitrages. Et notamment, on peut choisir les espèces qui vont faner l'hiver quand on a besoin de lumière, et puis qui vont recouvrir l'été quand on a besoin au contraire de faire de l'ombre. Donc ça peut devenir assez astucieux. Voilà, parce qu'il suffit pas de mettre des nichoirs sur les bâtiments pour les oiseaux pour que ça marche. Ça, c'est un autre exemple aussi ici, un mauvais exemple, entre guillemets, mais une architecte qui avait installé des nichoirs directement sur la façade de ce bâtiment. Et donc, vous montrez ça à un ornithologue et il vous dira qu'il n'y a jamais aucun oiseau qui va venir à l'intérieur parce que c'est pas la bonne dimension, pas forcément les bonnes hauteurs, etc. En tout cas, le message, c'est qu'on a besoin de s'appuyer sur là aussi de la connaissance naturaliste pour créer ce type d'aménagement. Il suffisait qu'un naturaliste passe une demi-journée pour regarder quels sont les oiseaux qu'on voit à proximité, susceptibles de s'installer, et puis d'installer des nichoirs en conséquence. Donc chaque oiseau a un type de nichoir en particulier. D'autres ne vont pas dans les nichoirs. Certains mettent du temps à venir. D'autres ont besoin d'avoir un arbre à 2-3 mètres du nichoir, sinon ils sortiront pas, etc. Tous ces petits prérequis des oiseaux sont connus des naturalistes et doivent être indiqués avant d'effectuer le projet. Végétaliser le bâtiment, c'est évidemment un volet important de l'intégration de la biodiversité. Je mets toujours à la fin la végétalisation des toitures et des murs, parce que c'est généralement ce à quoi on pense en premier. Il y a un peu des effets de mode là-dessus. Vous avez vu qu'on peut faire tout un tas de choses avant de penser simplement à la végétalisation des murs et des toits, mais ça peut effectivement être un bonus. Et là encore, ça sera intéressant pour la biodiversité si on dépasse un peu les concepts marketing et les concepts paysages, voire j'ai envie de dire œuvres d'art, comme ce mur végétalisé que vous connaissez sans doute du quai Branly, hein, qui est magnifique. Hein. Moi, j'adore je trouve que ça a un rendu super, mais pour autant, qui utilise des espèces qui ne sont pas forcément adaptées au climat. Hein. Si vous demandez au gestionnaire de ce mur végétalisé, il vous racontera qu'il s'arrache les cheveux parce qu'il faut systématiquement changer les plantes qui ne sont pas adaptées au climat. Ce sont des ouvrages qui ne nécessitent pas de sol, donc ils sont hors sol, c'est fait pour, mais c'est bien dommage. Le but de la nature en ville, c'est de retrouver aussi de la pleine terre.
Et puis, comme pour notre gazon bien tondu tout à l'heure, ce sont aussi des aménagements qui vont nécessiter beaucoup d'interventions humaines, d'arrosage. Sur l'eau, on est en moyenne ici à 2 mètres cubes par mètre carré et par an. Donc, on n'est pas dans de la biodiversité, on est dans l'œuvre d'art, on est dans parfois le gadget. Il en faut un peu, mais la plupart du temps, il faut essayer de dépasser ce type de solution-là un peu industrialisée pour vraiment penser au cas par cas quels sont les besoins de la biodiversité. Voilà, et sur les murs, c'est tout simple, hein, on a les plantes grimpantes qui depuis toujours poussent toutes seules, n'ont pas besoin d'être arrosées, et elles, au contraire, nécessitent d'être en contact avec la pleine terre, donc de prévoir au niveau du bâtiment euh, une zone qui sera non revêtue et en contact avec la nappe phréatique si possible. Surtout qu'il y en a toute une diversité des plantes grimpantes qui s'adaptent à toutes les structures, directement contre le mur, via des câbles ou des fils tendus. En jardinière aussi, on peut avoir des plantes tombantes à chaque étape du projet, à partir du toit également. Donc des milliers de possibilités. Moi, j'ai mis 2 photos ici que j'aime beaucoup. Hein. Celle à gauche, c'est à Paris. Des plantes grimpantes qui sont, quand je suis arrivé à Paris, elles étaient à peu près au premier étage ici, puis en 10 ans, elles sont montées au dernier, toutes seules. Elles sont quasiment pas gérées. Vous voyez, ce sont les habitants on voit les étages où les habitants aiment la nature et puis les étages où ils aiment moins et ils coupent. Et puis on a un mélange, ici on a 4 à 5 espèces, donc assez diversifiées. Et à droite, c'est le fameux écoquartier Vauban à Fribourg en Suisse, hein, qui a été pionnier en la matière. Mais c'était pour montrer cette idée de plantes grimpantes sur la coursive aussi des bâtiments et sur les escaliers. Donc là, devant chaque bâtiment, on a 2 mètres de pleine terre pour conserver la végétation. Alors, il y a des fiches dans le kit que je vous laisserai, il y a des fiches sur tout type de plantes grimpantes par rapport au support. Évidemment, on sait que la glycine, elle peut déstructurer les matériaux, donc à prévoir dans certains cas. Et il y a un support adapté finalement pour chaque type de plante. Voilà, le lierre, hein, qui est parfois détesté des architectes, mais adoré des naturalistes. Hein. Le lierre, c'est une espèce géniale qui notamment fleurit tard quand les autres espèces ont arrêté de fleurir et qui est intéressante pour les pollinisateurs. Le lierre rafraîchit sur les abords du bâtiment. C'est aussi un habitat formidable pour les oiseaux. Mon collègue ici, Maxime Zouka, a récupéré des photos d'oiseaux qui aiment le lierre et qui sont notamment des espèces qui chantent très bien. Et donc, on a mis ça exprès pour montrer que si on veut avoir une sonorité sympa d'oiseaux autour de chez soi, il ne faut pas couper son lierre. Et puis, ça dégrade pas forcément le bâtiment. Hein. Il y a une étude au Royaume-Uni qui a analysé une cinquantaine de bâtiments en lierre et qui montre que si c'est bien géré, notamment au niveau des gouttières, des fenêtres, etc., et que la façade a bien été faite auparavant, c'est pas forcément un facteur de dégradation de l'habitat. Et puis les toitures végétalisées, ça aussi, phénomène de mode aujourd'hui. Il y a beaucoup de fournisseurs de toitures végétalisées, beaucoup de solutions qui sont proposées. On n'arrive pas forcément à s'y retrouver. Je le dis dès le début, privilégier plutôt que les solutions clés en main. Vous savez, les caissettes précultivées, les tapis déroulés, les bacs précultivés, etc. Préférer plutôt les solutions de conception au cas par cas, c'est-à-dire qu'on va demander à un paysagiste de faire la toiture végétalisée avec un substrat, donc en pleine terre sur la toiture, en choisissant sa propre composition floristique de plantes, en faisant avec l'appui de ce qu'a préconisé les écologues en amont, etc. Pour arriver à des réalisations qui sont intéressantes. Alors j'en ai mis une ici, qui est une école que je fais régulièrement visiter pendant les formations et à mes étudiants, qui est l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, qui a été réalisé par les architectes Chartier-Dalix en 2014 et qui est vraiment super en termes de... alors on est sur une structure béton très volumineuse, mais qui montre qu'on peut faire une prairie sur un toit, ici dans la première partie, et puis dans la deuxième partie, on est carrément sur un boisement, donc avec une dizaine d'espèces d'arbres qu'on laisse évoluer librement. Et on ne peut pas faire ça partout, mais du coup, c'est encore un projet qui montre une coopération réellement inspirante entre les architectes Chartier-Dalix
et puis un écologue qui a été mandaté pour ce projet et qui, du début à la fin, a fait des préconisations pour essayer d'attirer la biodiversité sur ce bâtiment. Donc on est sur 30 cm de profondeur dans la première partie et jusqu'à 1 mètre, un peu plus même dans la deuxième partie. Ça fait partie des toitures qu'on inventorie dans le cadre d'une étude. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils avaient planté une quarantaine d'espèces au départ, et puis au bout de 2 ans, il me semble, on en a trouvé à peu près 120. Donc le bâtiment est colonisé spontanément aussi par la nature. Et c'est ça aussi l'idée de biodiversité, de laisser venir les espèces toutes seules sans forcément trop gérer. Une autre innovation sur ce bâtiment qui est vraiment unique, c'est cette façade qui est faite de blocs de béton différents les uns des autres, dans lesquels ils ont gardé des infractuosités, des trous, avec de la terre, pour que la façade se végétalise toute seule aussi, un peu à l'image d'un mur en pierre sèche dans les milieux naturels. Et ça fonctionne, hein, au bout de quelques années, ça fait 5 ans maintenant que le bâtiment existe, on voit des plantes apparaître, des plantes tomber, et c'est vraiment très joli, et ça donne cette idée du temps nécessaire aussi pour que la nature colonise des espaces bâtis. Voilà, on fait une étude que j'ai pas le temps de détailler, hein, sur les toitures végétalisées. On rendra nos conclusions le 5 juin là-dessus, justement pour comparer les différents types de systèmes entre eux, mieux comprendre en quoi les toitures peuvent être favorables à la biodiversité, à la rétention d'eau, à la réduction de l'îlot de chaleur, et puis être capable de faire des meilleures préconisations pour les concepteurs ou pour en tout cas ceux qui nous demandent des informations sur les toitures végétalisées. Voilà, une chose est sûre, c'est que, je le disais, on se rend compte que les systèmes précultivés, prêts à l'emploi, peuvent avoir une forte empreinte écologique. Moi, j'ai relevé sur les toitures de 1 à 5 composants artificiels hors étanchéité, substrat et plantes, donc des géotextiles, des bacs plastiques, des armatures en alu, des filets, etc., des feutres. Tout ça, ça vient renforcer l'empreinte écologique du produit, alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. Et là aussi, j'aime bien porter l'idée, dans la conception des bâtiments, du low-tech, c'est-à-dire faire le maximum pour éviter la démultiplication des composants. C'est valable sur les toitures végétalisées, c'est valable dans les espaces verts aussi, où on voit encore régulièrement du plastique, des agrafes, etc. Alors qu'on sait que c'est issu d'une vision classique du paysage qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui si on s'intéresse vraiment à la biodiversité. Et en plus, on sait faire sans. Voilà, et pour terminer, justement un exemple de toiture végétalisée qui a été faite par rapport au contexte local, qui a été faite vraiment au cas par cas et réfléchie par rapport à cette dimension de la biodiversité. Donc c'est Philippe Pégère, un paysagiste, qui a conçu cette toiture sur le bâtiment de l'Arche des Petites Bêtes aux eaux de Thoiry. Et vous voyez la photo d'en haut, on est sur un toit ici, on se croirait complètement en continuité avec le paysage voisin. Et donc parmi les détails techniques de cette toiture, ils ont récupéré en fait, ils ont fait des inventaires dans la prairie d'en dessous et puis ils ont récupéré des plaques de prairie, donc des plaques avec la végétation et un peu de terre, qui sont venus déposer sur la toiture en dessus. Et puis elle n'est pas gérée du tout aujourd'hui, la biodiversité s'épanouit spontanément. Et je trouve que c'est un super exemple de conception qui va correspondre à un contexte local. Voilà, les toitures végétalisées ne devraient pas se ressembler quand on est à Marseille ou quand on est à Lille. C'est pas les mêmes espèces, etc. Donc à chaque fois, bien préciser dans le cahier des charges le type de conception qu'on veut. Et il y a des bonus pour la biodiversité, hein, quand on va varier les profondeurs de substrat, faire des formes différentes, des petits îlots terreux, des petits îlots de pierres sèches, de cailloux, etc., ou de bois mort, tout de suite, ça va attirer plus d'espèces que les toitures très uniformes. Voilà, et dans nos résultats, on montre que quand on va dépasser 20-25 cm de profondeur de substrat, on va être en capacité de stocker beaucoup plus d'eau. Donc si on veut que les toitures soient utilisées pour stocker des eaux pluviales, on sait qu'il va falloir augmenter cette profondeur de substrat.
Pareil, il y a une relation entre la profondeur de substrat, la richesse spécifique en plantes et puis les pollinisateurs qu'on va attirer. Voilà, on peut pas tout attendre d'une toiture végétalisée, mais quand on fait les bons choix de conception, on va pouvoir optimiser un service plutôt qu'un autre, la pollinisation, la rétention d'eau, le rafraîchissement, etc. Voilà, c'est grâce à ce genre d'études qu'on peut en savoir un peu plus. Et ne pas systématiquement opposer toiture végétalisée et toiture solaire, parce que ça vient régulièrement dans les projets. Hein. Moi, je me retrouve confronté à ce type de décision. Non, il faut qu'on privilégie les énergies renouvelables. Ah non, il faudrait privilégier la biodiversité. Bon, on peut faire les deux. Sur les toitures, en tout cas, c'est ce qu'on appelle les toitures biosolaires. Ça s'est largement développé en Suisse et au Royaume-Uni. Mais en France aussi, hein, c'est porté notamment par ce paysagiste Philippe Pégère et l'écologue Nathalie Baumann qui ont sorti un livre sur la végétalisation biodiverse et biosolaire des toitures. Donc ça fonctionne très bien, une option aussi à penser dans certains cas. On montre notamment que la végétation va rafraîchir en transpirant les panneaux et donc améliorer leur productivité. Et que les panneaux, ben, en faisant de l'ombre, en alternant ombre et soleil, créent aussi des conditions différentes pour la flore. Je crois que mon temps est largement dépassé, donc je ne présenterai pas ces dernières slides. Juste pour vous remercier et vous dire qu'il y a de nombreuses ressources qui sont disponibles pour vous accompagner. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je mets à disposition un kit de ressources classé par thème, justement par tous les thèmes qu'on a abordés et les différentes échelles des opérations qui est disponible. Donc il y a un service après-vente. Je vous invite à visionner notre petit clip. On a essayé de résumer ce qu'on s'est raconté en quelques minutes, en 5 minutes exactement, à travers un clip animé, bâtiments et biodiversité. Ici, on pensait les bâtiments, les villes comme des écosystèmes. Donc, il est disponible, comme tous nos autres clips sur des thèmes un peu similaires, sur le site de l'ARB, arb-idf.fr. Je vous remercie et passez une très bonne journée avec les interventions suivantes. Merci beaucoup Marc Barra pour votre intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Giacomo Gimnese qui va nous parler de la prise en compte des chauves-souris dans le patrimoine bâti. Bonjour à tous, je m'appelle Giacomo Gimnese, je suis salarié dans une association qui s'appelle la Spépesque Lorraine et je vais vous parler aujourd'hui de la prise en compte des chauves-souris dans le patrimoine bâti. La Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, des sous-sols et des chauves-souris de Lorraine a été créée en 1979. Elle est issue du monde spéléologique et avait pour objectif, initialement, la protection des milieux souterrains. Depuis le milieu des années 90, elle s'oriente vers la protection de la faune cavernicole en général, et plus particulièrement des chauves-souris. Les chauves-souris sont des espèces parapluies permettant d'intervenir sur de multiples milieux, que ce soit au niveau des arbres, des ouvrages d'art, des églises, des carrières, ou encore des bâtiments. Nous comptabilisons aujourd'hui 150 adhérents, ainsi que 5 salariés, et nous travaillons sur le territoire lorrain depuis maintenant plus de 40 ans. Nos missions sont très diversifiées. Elles concernent aussi bien l'étude de la biologie, de l'écologie des différentes espèces de chauves-souris, mais également la gestion de la base de données régionale, la protection, la sensibilisation à la fois du grand public, mais aussi de scolaires. Nous sommes intervenus à ce jour sur plus de 150 sites pour des mises en sécurité, pour assurer la quiétude des espèces de chauves-souris vivant dans ces milieux, ou alors pour des aménagements, pour améliorer, favoriser la présence des chauves-souris. Nous ne réalisons pas peu d'études d'impact ou d'études d'incidence Natura 2000. Les chauves-souris sont des mammifères volants vivant de nuit. Sur le territoire français, nous comptabilisons aujourd'hui 35 espèces différentes. Nous en connaissons 24 en Lorraine. Vous pouvez voir sur cette diapositive certaines des espèces que nous retrouvons dans notre région. Elles ont une morphologie très différente et des modes de vie très diversifiés. Certaines vont trouver refuge dans des arbres, certaines autres dans des cavités,
Et certaines espèces vont avoir des affinités pour le patrimoine bâti. Ce sont des espèces dites anthropophiles. Les chauves-souris sont des animaux sociaux. Les colonies vont se former au printemps. Ces colonies sont essentiellement composées de femelles, les mâles, eux, étant plus solitaires. C'est à cette période que l'on peut voir des regroupements de chauves-souris au niveau de ces combles, derrière ces volets, ou encore sous les tuiles de nos habitations, par exemple. Les femelles, en période estivale, vont mettre bas leur unique petit de l'année, qu'elles vont élever jusqu'à leur émancipation à la fin de l'été. Notre patrimoine bâti offre de bonnes conditions thermiques et permet le bon développement des juvéniles. Une fois que les jeunes savent voler, les colonies vont se disperser à la fin de l'été. En automne, c'est la période de la reproduction ainsi que de la migration pour certaines espèces. Petit à petit, les chauves-souris vont rejoindre leur quartier d'hiver. Elles vont rechercher des milieux souterrains, comme des mines, des carrières, des cavités naturelles ou encore les caves de nos habitations pour hiverner. Elles vont rechercher du calme, des températures stables, ainsi qu'une hygrométrie suffisante pour passer la mauvaise saison. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chauves-souris utilisent, lors de leur cycle biologique, de nombreux gîtes très variés. Les constructions humaines offrent de nombreux refuges pour les chauves-souris. Elles y trouvent des conditions thermiques, une hygrométrie, une luminosité, une aération et d'autres des paramètres qui permettent d'accomplir leur cycle biologique. Certaines chauves-souris vont préférer être logées au niveau de petits interstices, comme les rebords de toit, les mortaises, les combles, les greniers, ou encore sous les tuiles et derrière nos volets. D'autres espèces ont besoin de plus grands volumes, on va les retrouver au niveau de nos combles, de nos granges, de nos greniers. Aujourd'hui, les bâtiments deviennent malheureusement de moins en moins propices à l'accueil des chauves-souris et des espèces anthropophiles d'une manière générale. Les gîtes disparaissent progressivement. Les combles des maisons sont souvent aménagés, limitant l'espace disponible pour les chauves-souris. Les nouvelles normes ainsi que les nouveaux matériaux, notamment en termes d'isolation, réduisent les accès à des gîtes potentiels. La pose de grillage au niveau de certains édifices, comme les églises, empêche également les chauves-souris de trouver refuge au niveau des combles. L'utilisation des bâtiments par les chauves-souris n'a rien d'anecdotique. Une prospection systématique des bâtiments communaux réalisée entre 1995 et 2007 par la SPPESC Lorraine a permis de réaliser un inventaire au niveau de 3460 bâtiments pour 2337 communes. Au niveau de 1320 de ces bâtiments, la présence de chiroptères a été prouvée. Dans 15,5% des cas, les sites étaient occupés lors de la visite, c'est-à-dire que des chauves-souris ont été observées directement. Dans 22,7% des cas, des traces de présence ont été observées. Dans 40% des bâtiments inventoriés, il y avait la présence de gîtes de chauves-souris. Les chauves-souris sont des espèces sensibles qu'il faut protéger. Leur sensibilité vient du fait de leur faible taux de reproduction. Une femelle a en moyenne un seul petit par an. Elle est également due à leur grande longévité. Un individu peut vivre plusieurs dizaines d'années. Cela dépend également de l'espèce. La période d'hibernation expose également les individus à certaines menaces comme le dérangement. Leur comportement grégaire fait que des enjeux très grands peuvent être concentrés sur des sites de petites dimensions. Certaines colonies peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus. Ce sont des espèces qui utilisent également de nombreux habitats pour vivre. La disparition de l'un d'entre eux peut remettre en cause leur cycle biologique. Leur grande mobilité les expose également à des menaces telles que la mortalité routière ou la mortalité due à l'éolien. On peut voir sur la carte de cette diapositive le trajet parcouru par un vespertillon à Reuil-Échancré entre son gîte et son territoire de chasse. La distance parcourue est de 21,8 km juste pour l'aller. Ce sont également des espèces qui sont au sommet de leur chaîne alimentaire, et donc ce sont des espèces bioaccumulatrices.
En France, toutes les chauves-souris sont protégées par l'arrêté ministériel du 23 avril 2007. Il est interdit de les tuer, de les déranger intentionnellement, de les capturer, les transporter, les détenir, les commercialiser et de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos. Ceci est valable pour leur habitat utilisé ou utilisable. Cette nuance est très importante pour le reste de cette présentation. Lorsque des travaux sont prévus sur un bâtiment, les enjeux liés à la faune anthropophile, dont les chauves-souris, doivent être évalués en amont du projet. Pour cela, un diagnostic simplifié doit être réalisé en période hivernale. À cette période, la potentialité du site doit être estimée, la présence d'un grenier, d'une cave, d'une fissure propice aux chauves-souris doit être inventoriée. Les traces de présence de chauves-souris doivent également être recherchées, ainsi que la présence d'individus. Si l'intégralité de la zone d'étude a pu être prospectée, qu'aucun chiroptère ni trace de présence n'a été observé, on peut passer directement à la phase travaux. Si l'intégralité de la zone d'étude n'a pas pu être prospectée, dont certaines zones potentiellement intéressantes pour les chauves-souris, si des chiroptères ou traces de présence ont été observées, il faut réaliser un diagnostic détaillé. Le diagnostic détaillé correspond au passage d'un chiroptérologue une fois par saison, en hiver, au printemps, en été et en automne. À chaque expertise, des traces de présence de chauves-souris ou des individus de chauves-souris doivent être recherchés. Il est nécessaire, dans certains cas, de réaliser des comptages en sortie de gîte, afin d'être certain de ne pas louper des enjeux. C'est le seul moyen pour prospecter certains volumes qui sont inaccessibles. Le diagnostic détaillé débouche soit sur l'absence d'enjeux, et donc on passe à la phase travaux directement, ou alors confirme la présence de chiroptères. Ce diagnostic détaillé doit permettre de définir l'utilisation de la zone d'étude par les espèces protégées. La localisation des gîtes doivent être définie, les accès, la phénologie d'utilisation au cours de l'année, le statut, le comportement, etc. Cela permettra de définir les enjeux et l'interaction avec le projet. À ce niveau, on peut définir des mesures d'évitement et de réduction et passer à la phase travaux avec un suivi de chantier de la part d'un expert. S'il est impossible d'éviter la destruction des individus ou de l'habitat, une dérogation à la protection d'espèces protégées doit être demandée à la Direction régionale de l'environnement et des mesures compensatoires devront alors être proposées. Une dérogation à la protection des espèces ne peut être délivrée que s'il n'y a pas de solution alternative. Dès lors qu'il est établi avec une présomption suffisamment importante qu'il y a risque d'avoir destruction ou dérangement d'une chauve-souris, la détention d'une dérogation à la protection des espèces est obligatoire. Cette dérogation ne peut être délivrée que s'il y a maintien dans un état de conservation favorable des populations de l'espèce concernée. Cette dérogation est délivrée dans 4 cas uniquement. Dans le cadre de la protection de la faune et de la flore, dans le cadre d'un risque de dommage à une propriété, dans le cadre d'intérêt public majeur, ou dans le cadre de recherche et d'éducation. Dans le cas d'un projet à proximité ou dans l'emprise d'un site Natura 2000 susceptible d'affecter ce site de manière significative, une évaluation des incidences est nécessaire. La liste des manifestations et interventions provoquant une évaluation d'incidence est listée dans le droit français. En complément de cette liste nationale, viennent s'ajouter des listes locales. Il existe également une clause filet que les autorités compétentes peuvent décider d'activer pour provoquer une évaluation d'incidence pour un projet qui n'entre pas dans les listes nationales et locales. Dans ce premier cas, je vais présenter un projet de rénovation de toiture au niveau d'un ancien bâtiment administratif. Ce bâtiment abrite une nurserie de grands murins d'environ 300 individus présents en période estivale. Tout d'abord, la recherche des indices de présence nous a permis de confirmer l'utilisation des combles du bâtiment par les chauves-souris. 2 nuits d'expertise, grâce à des caméras thermiques, nous a permis de déceler
un point de sortie utilisé par la colonie, ainsi que 2 points d'entrée. Effectivement, les chauves-souris n'utilisent pas forcément les mêmes points pour sortir et entrer de leur gîte. Il est donc important de réaliser ces expertises sur une nuit entière. Il est même important de réaliser ces expertises lorsque les jeunes sont volants, car les juvéniles n'utilisent pas forcément les mêmes accès que les adultes. Suite à ces expertises, la programmation des travaux a été réalisée en 2 temps sur 2 hivers, entre le 1er octobre et le 1er avril, au niveau d'une période où la colonie est absente, en s'appuyant sur la bibliographie et nos connaissances des colonies de grands murins en Lorraine. Les accès utilisés par les grands murins ont été préservés et améliorés grâce à la mise en place de planches d'atterrissage au niveau des lucarnes, là où nous avions observé des accès. Les matériaux utilisés étaient non traités afin de ne pas porter atteinte aux individus. Nous avons également préservé l'aérologie du toit avec des points d'aérologie situés à la base de la toiture et non en hauteur pour garder une cloche de chaleur favorable à la colonie. Le suivi de chantier a été réalisé tout le long des travaux par un chiroptérologue afin de s'assurer de la bonne mise en place des préconisations. Le cas numéro 2 va présenter également une rénovation de toiture d'un bâtiment privé. Au niveau de cette toiture, une colonie de Sérotine Danielson est présente, l'une des rares colonies connues en France. La colonie utilise l'espacement entre les lattes au niveau des tuiles faîtières, mais également des trous au niveau de parpaings à l'intérieur des combles. Des comptages à l'envol ont révélé que l'accès au gîte s'effectue au niveau des tuiles faîtières, où les chauves-souris passent au niveau d'un soulèvement de la bande étanche en 2 endroits de la toiture. L'accès à l'intérieur des combles se fait également grâce à une interruption des plaques d'isolation en bois condensé, appelées isorel. Des retours d'expériences négatifs ont été trouvés lors de la pose d'écrans sous toiture récents, ce qui était initialement prévu lors de la rénovation de cette toiture. Nous avons décidé de préconiser de garder les mêmes matériaux et les mêmes espacements au niveau des lattes et liteaux de la toiture, ainsi qu'au niveau de l'isorel, avec un espacement de 20 cm avec le sommet de la toiture. Aucun traitement n'a été appliqué lors des travaux. Les travaux ont été ensuite réalisés en octobre, hors de période de la présence de la colonie. Les aménagements en faveur des chauves-souris ne concernent pas uniquement le bâti ancien, mais également des ouvrages récents. L'aspect Pesque Lorraine a ici été sollicité pour la création d'un observatoire en faveur de la faune. La particularité de cet observatoire, c'est qu'il intègre des mesures en faveur des chauves-souris. Dans cet observatoire, on retrouve une partie comble propice à l'estivage des chauves-souris, mais également une partie souterraine propice à leur hibernation. Une colonne montante permet la jonction entre ces 2 parties et le déplacement des individus. Entre la partie souterraine et la partie comble, une surface d'accueil est présente, permettant d'observer la faune environnante. Des aménagements ont été réalisés également avec des hotbox au niveau des combles et de la colonne montante, permettant de garder des cloches de chaleur. Des briques ont été fixées au mur au niveau du souterrain et des trous dans les parpaings ont été réalisés afin d'augmenter la disponibilité en gîte. L'accès se fait par une chiroptière qui est conçue pour empêcher également le passage d'éventuels prédateurs. Une mare ainsi que des haies ont été plantées aux alentours du gîte, des mesures favorables aux chauves-souris mais également aux amphibiens et aux oiseaux. La rénovation énergétique dans le cadre du plan climat entraîne la diminution du nombre de gîtes disponibles pour la faune. L'intégration de gîtes artificiels au sein de nouveaux édifices permettrait de garder un potentiel d'accueil pour de nombreuses espèces, dont les chauves-souris. Suite à la réalisation de ces projets, des retours d'expérience sont nécessaires pour juger de la pertinence des mesures qui ont été prises. Dans le cas numéro 1, la colonie de Grands Murins est bien revenue dans les combles du bâtiment. Dans le cas numéro 2, les suivis réalisés cette année confirmeront le retour de la colonie de Sérotine Danielson. Dans le cas numéro 3, suite à la création de l'observatoire, une colonisation rapide du site a été observée, notamment du petit rhinolophe et du grand rhinolophe. La prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets permet une cohabitation avec les espèces sauvages et une réalisation sereine des travaux sur le bâti. Ces projets doivent être menés en collaboration étroite avec la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Je vous ai beaucoup parlé de chauves-souris durant cette présentation, mais il ne faut pas également oublier les autres espèces que l'on peut retrouver dans le bâti, comme les oiseaux, la chouette effraie, les hirondelles rustiques, ou encore le loir. Je vous remercie pour votre attention. Merci Giacomo Gimnese. Nous arrivons à la fin de cette conférence en ligne. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais en profiter pour remercier nos intervenants pour la qualité de leurs interventions, mais également pour leur adaptabilité, puisqu'en ce contexte un peu particulier, nous avons dû faire quelques ajustements. Donc merci à eux. Merci aussi également à vous d'avoir été présents pour cette conférence en ligne. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser, mais également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence en ligne.